Bonjour, je suis Philippe Soulier, je suis ravi de vous accueillir. Florence Villevin va prendre la parole juste après moi et enfin Christian de Boisredon qui est notre invité aujourd'hui pour la transformation et le leadership. Alors, à la fois, bonne nouvelle aujourd'hui, nous sommes plus de 500 autour de la table, donc ça, on n'aurait jamais pu faire ça chez Valtus, parce qu'on n'a aucune salle qui peut accueillir autant de personnes. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on se retrouve effectivement en mode complètement vidéo. Donc voilà. Je passe tout de suite la parole et puis on va parler du monde d'après, alors que Christian a créé son entreprise dans le monde d'avant et nous sommes dans le monde de pendant. Donc Christian, après je vais te laisser nous expliquer pourquoi on est en pendant et on va vers après, n'est-ce pas? Très bien. Florence. Alors bonjour à tous, nous sommes ravis aujourd'hui donc d'accueillir Christian de Boisredon qui va évoquer, qui est le fondateur de Spark News. Et qui va évoquer des thèmes autour de l'impact positif, de l'innovation positive, de l'engagement dans un monde effectivement où les enjeux climatiques, sociaux se font de plus en plus pressants. Donc voilà, on a bien besoin de choses positives en ce moment. Donc voilà, on compte sur toi, Christian, pour nous dynamiser la journée. Et tous ces thèmes, effectivement, font résonance avec l'excellent ouvrage que je ne saurais trop vous conseiller, qui s'appelle « Les métamorphoses du leadership » et qui a été co-construit par les associés Valtus avec l'interview de plus de 40 dirigeants d'ETI qui donne effectivement une image très intéressante sur ce qu'est le management aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Voilà, donc je laisse la parole à Christian en vous souhaitant un bon webinaire. Merci, bonjour à tous, ravi, très impressionné qu'il y ait eu 500 inscrits. Alors on va traiter un thème qui est passionnant. Alors en une demi-heure, forcément, je fais un peu des raccourcis. Et l'idée aussi, c'est que vous posiez un maximum de questions dans le chat. Parfois, d'ailleurs, je vais vous demander de contribuer, puisque l'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Et voilà, le thème, effectivement, c'est la transformation et le leadership. Alors moi, je vais m'intéresser à une forme de transformation qui est la transformation positive. La transformation digitale, tous ces grands sujets, vous les connaissez par cœur, vous en faites depuis des années. La question, c'est, entre guillemets, la transformation positive. Alors, qu'est-ce qu'on appelle transformation positive? Souvent, c'est lié à la RSE, à ce qu'on appelle les notions d'entreprise à mission, la raison d'être, ces sujets-là. En fait, c'est globalement le même esprit, mais l'idée, c'est de dire, c'est vrai qu'avant, la RSE souvent était non seulement vue comme une contrainte, comme des normes, quelque chose d'assez ennuyeux, qui coûte cher et qui n'a pas forcément d'impact. En tout cas, c'est la perception que certains peuvent en avoir. L'entreprise contributive, l'entreprise à mission, c'est vraiment intégrer l'impact positif social et environnemental dans le cœur du business. Parce que souvent, la RSE, en fait, est mise à côté, malheureusement. Et l'idée, en fait, si on veut une vraie transformation de l'entreprise et de la société dans le sens large, c'est vraiment de l'intégrer dedans. Alors, moi, j'aime bien faire des allers-retours. Il y en a qui préfèrent commencer par la théorie, ensuite les exemples, d'autres l'inverse. Donc, je vais essayer de faire des allers-retours. Moi, j'aime bien commencer par exemple pour savoir de quoi on parle. Je vais vous donner 3 exemples. Alors, pour ceux qui sont immergés dans toutes ces notions d'entreprise à mission, etc., c'est des exemples que vous connaissez déjà. Mais je me suis rendu compte que parfois, autant donner les exemples peut-être parfois les plus connus, mais pas de tous, parce que c'est souvent les plus probants qui permettent de comprendre, d'expliquer assez facilement. Alors, un des exemples, c'est Interface. Interface, c'est une entreprise qui, dans les années 60, en tout cas l'entreprise qui a rejoint Interface après, le fondateur s'est posé la question, s'est dit, mais moi, je fais des moquettes et j'ai un problème, c'est que dès qu'il y a une tâche ou un trou dans une moquette, on est obligé d'enlever toute la moquette et d'en mettre une autre. Donc, l'impact sur l'environnement est colossal. C'était quelqu'un qui était assez précurseur et qui était choqué, en fait, gêné par cet impact très important sur l'environnement. Et donc, il a réuni ses équipes en leur disant, il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Et ils ont réfléchi et ils ont eu l'idée de créer des dalles de moquettes. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Pourquoi? Parce que s'il y a une tache ou un trou, on change la dalle et on n'a pas besoin de changer toute la moquette. Et donc, de cette préoccupation à l'origine environnementale est né en fait un des plus gros succès business. Aujourd'hui, Interface, c'est une entreprise qui fait 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, cette solution qui non seulement apportait une réponse environnementale, s'est avérée hyper intéressante parce que c'est plus facile à stocker, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un expert qui va pouvoir vous tailler la moquette. En fait, n'importe qui peut poser la moquette. Pardon, je regardais l'écran, mais il faut regarder la caméra. Et voilà. Et donc, en fait, ça a été un énorme succès commercial. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que souvent, on pense que ces sujets-là sont des contraintes, des normes qu'il faut respecter. En fait, ça peut être, et c'est souvent des opportunités de voir les choses différemment, de réinventer ces business. Un autre exemple, Michelin, la division qui vend des pneus de camions, il y a une quinzaine d'années, s'est posé la question en disant, mais en fait, on a un problème, c'est qu'on n'a aucun intérêt à faire des pneus qui s'usent jamais, forcément, parce que sinon, les clients ne les rachètent pas. Et donc, comme beaucoup d'entreprises, on gère ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Hein, on le connaît sur les machines à laver, mais ça existe aussi sur les pneus, par exemple. Et ils se sont posé la question, comment on résout ce problème-là? Pas en vendant des pneus qui s'usent jamais 3 fois plus cher, parce que personne ne les aurait achetés. Donc, ils se sont dit, on va louer, on va vendre non pas des pneus, mais des kilomètres roulés. Donc, ils ont proposé aux entreprises une sorte de système de location, de service, où ils mettent des pneus hyper résistants avec des personnes qui vont les entretenir, les rechapper, vérifier qu'ils sont bien gonflés parce que ça a un impact, etc. Et les clients, donc les flottes de camions, les transporteurs payent au kilomètre roulé. Et en fait, le résultat est hyper impressionnant puisqu'ils utilisent avec ce système 3 fois moins de pneus au kilomètre roulé qu'auparavant. L'impact pour le client, c'est une réduction de coût de 36% et une marge qui est largement augmentée aussi pour Michelin. Donc, tout le monde est gagnant, l'environnement, le client et l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, de passer, on vend des produits on vend un service. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec, par exemple, les drive-in ou des choses comme ça. Les gens achètent de moins en moins leur voiture, mais finalement vont louer une voiture à disposition de tout le monde, si tant est que le service est facile. Un troisième exemple qui est ce qu'ont développé certaines banques comme BNP Paribas et d'autres, qui se sont dit, nous, quand on s'adresse aux entreprises, on fait des prêts, par exemple, pour financer la supply chain de Puma ou une usine de Danone ou ailleurs, on s'est dit, mais comment on peut incentiver, encourager les entreprises à réduire leur impact environnemental et social? Au lieu de leur faire des prêts classiques, on va leur faire des prêts, mais on va se mettre d'accord sur des KPI de sustainability qui, s'ils sont atteints par l'entreprise, va nous permettre de réduire le taux d'intérêt qu'on va faire à l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle les Positive Impact Loans ou les Sustainability Linked Loans. Voilà. Donc, en fait, c'est du business, c'est des prêts de plusieurs milliards. Hein, donc, c'est pas des petites offres et qui permettent effectivement d'incentiver les entreprises. C'est aussi un outil marketing, mais c'est aussi un pari de ces banques qui dit moi je préfère effectivement baisser un peu ma marge sur des prêts de ce type-là, mais d'accompagner les entreprises qui font cette transition, qui d'après nous seront les entreprises de demain qui vont réussir. Et donc autant qu'on grandisse avec nos clients, avec ce genre de stuff. Voilà, ces 3 exemples de ce qu'on peut appeler l'entreprise contributive, ou en tout cas des offres contributives, et qui, même s'ils sont imparfaits, bien sûr, illustrent un peu ce dont on parle. Alors, quand on parle d'entreprise contributive ou de… oui, on peut passer… Ah oui, pardon. Ah oui, c'est ça, c'est moi qui ai la télécommande. Pardon. Quand on parle d'entreprise contributive, en fait, la vraie question, c'est effectivement qu'est-ce que l'entreprise apporte à la société. Alors, il y a les entreprises natives qui, en fait, sont construites sur ces modèles-là. Donc,
si dans le chat, vous pouvez donner pour vous des exemples de ces entreprises contributives natives, ça permet effectivement d'élargir les exemples que je vais vous donner. Il y a aussi les exemples historiques. En fait, une mutuelle est par essence une entreprise contributive, puisque en fait, elle est là pour protéger les gens, protéger les biens, leur permettre effectivement de vivre sereinement. S'il y a un problème, effectivement, ils sont protégés. Ça permet d'entreprendre aussi en limitant les risques. Et si effectivement tout se passe bien, on redistribue les primes qui n'ont pas été utilisées aux sociétaires. Voilà, merci. Donc en fait, on l'a un peu oublié, mais finalement, des entreprises comme les mutuelles sont un peu les entreprises qui sont des entreprises à mission, qui sont des entreprises contributives depuis le début. Même les banques, en fait, dans leur métier le plus, j'allais dire, natif, qui est de permettre aux gens déjà de protéger leur épargne plutôt que de la garder sous le matelas et de se le faire cambrioler, ou de permettre aux entrepreneurs de prêter de l'argent. Souvent, ça a été un peu dévoyé, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses dans les banques qui effectivement peuvent poser question, comme par exemple le trading haute fréquence. Est-ce que c'est contributif? Non, clairement non. Comment? Les paradis fiscaux, par exemple. Voilà. Et puis, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu dans le chat. Je ne sais pas si on voit les réponses sur les entreprises natives contributives. Non? Alors, apparemment, le chat ne fonctionne pas complètement. Non? Alors, soit vous n'êtes pas réveillé, soit c'est moi qui vous inspire pas. Voilà une. Ah, voilà. Bon, alors. Coopérative alimentaire sur Paris 13e. Ah oui, voilà. Oui, de leur temps par mois. Voilà. D'accord. Bon, alors. Bon, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, vous connaissez, par exemple, Yuka, qui effectivement a permis aux gens, alors qui est imparfait encore, hein, tous ces exemples ne sont pas forcément parfaits, bien entendu, mais effectivement qui permet aux gens d'être alertés et surtout qui fait bouger la profession. C'est-à-dire que il y a énormément de distributeurs qui, du coup, ont fait évoluer leur formulation de marques distributeurs ou même des marques qui ont, du coup, évolué. Donc, ça a un impact positif. Des entreprises comme Le Bon Coin, par exemple, qui ne sont pas créées pour changer le monde, en fait, ont un impact colossal parce que ça permet effectivement de donner une deuxième vie à des objets qui nous évitent d'aller acheter des objets ailleurs et aussi qui permettent à des gens de s'acheter certaines choses moins chères. Donc, ça permet à des gens avec des revenus plus modestes d'avoir accès et d'augmenter leur pouvoir d'achat. Ou des entreprises comme Open Classroom, par exemple, qui démocratisent finalement le savoir, ou Veja, qui fait des chaussures, des baskets de très bonne qualité en mode commerce équitable et qui fait très attention à toute sa chaîne de production. Voilà, il y en a énormément des exemples. Nous, chez Spark News, c'est notre métier de les sourcer. Ces projets, on en a plus de 5500 dans le monde entier qui sont dans tous les domaines et c'est absolument passionnant. Alors pourquoi en fait ces sujets-là de raison d'être en fait émergent de plus en plus? Donc là, je vous pose la question. D'après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on parle autant de ces sujets et pourquoi finalement c'est de plus en plus d'actualité et de plus en plus une réalité? Nous, on travaille avec beaucoup de grands groupes, SBF 120 ou autres, et on est de plus en plus sollicité sur ces questions, soit est-ce que vous pouvez nous aider à réfléchir à notre raison d'être, soit comment on incrémente dans l'entreprise à toutes les échelles cette notion d'entreprise contributive, cet impact, cet engagement. Donc, est-ce que, voilà, alors sur le système, c'est super, il y a plein de contributions. Alors, par exemple, Laetitia, qui dit la surconsommation est devenue inutile. Donc, effectivement, c'est une des raisons. Il y a de plus en plus de conscience, en fait, du grand public, des impacts du climat et de prise de conscience aussi grâce aux experts, notamment, que malheureusement, en fait, la courbe de la croissance est corrélée à la courbe de l'augmentation des gaz à effet de serre
Et donc, la surconsommation, en fait, contribue à ces gaz à effet de serre. Et donc, il y a une prise de conscience mais en fait, est-ce qu'on a besoin de surconsommer autant et un besoin de revenir à une consommation plus sobre, plus frugale. Et ça, c'est beaucoup dû, effectivement, notamment à la nouvelle génération, alors que parfois, qui est peut-être un peu naïve, un peu excessive, mais qui finalement est beaucoup plus cohérente qu'on le pense et qu'on le dit. Et par exemple, ils ont fait une pétition qui a été en fait portée notamment par un réseau de YouTubers, donc qui touche notamment cette génération-là. On a contribué à ce projet aussi, qui est de dire, en fait, voilà, il y a un moment, ça suffit. Les sujets climat, c'est important. Et puisque le gouvernement, l'État nous parle de croissance comme la seule solution pour sortir de tout, en fait, on a envie de lui faire un procès pour inaction climatique, puisqu'il y a certains engagements que l'État n'a pas tenus. Ça a été la pétition la plus signée de toute l'histoire de France. 2 millions de signataires, 1 million en une journée, en 3 jours. Voilà, ce qui montre en fait effectivement alors, qu'est-ce qu'il y a comme alors, effectivement, l'achat des consommateurs, donc effectivement le besoin des consommateurs, donc ça c'est lié, hein, effectivement. Alors, l'image externe, attractivité de la marque employeur. Alors, tout à fait, exactement. Une des raisons aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes ou de collaborateurs qui ne veulent plus travailler dans les entreprises qu'elles estiment non contributrices. Par exemple, nous, on a énormément de DRH, on travaille beaucoup avec les RH, qui nous disent on a un vrai problème, on n'arrive plus à recruter les jeunes des grandes écoles, des universités, ou même parfois un peu sur tous les domaines, parce que ils me disent mais en fait, vous contribuez à détruire l'environnement, c'est en tout cas leur point de vue. Et ils ont un vrai sujet là-dessus, un sujet de rétention et d'attractivité. C'est un vrai problème. Et par exemple, il y a les jeunes des grandes écoles. Alors, ça a commencé par HEC Polytechnique, mais après, ça a été toutes les universités ou formations supérieures qui ont fait qui ont écrit un manifeste, le manifeste des étudiants pour un réveil écologique. Et ils ont eu 30 000 signatures. Alors, c'est énorme hein, au niveau des jeunes diplômés, notamment Bac+5, qui ont dit nous, on n'ira pas travailler dans vos entreprises si vous ne mettez pas ces sujets au cœur de votre stratégie. Et ils ont été reçus par quasiment tous les patrons du CAC 40 qui leur ont dit écoutez, on entend ce que vous dites, mais aidez-nous, comment on peut avancer sur ces sujets. Et c'est assez impressionnant. Donc, nous, on les connaît bien et on a beaucoup travaillé avec eux. On les a aidés aussi à étendre leur mouvement au niveau européen. Voilà, donc ça, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles ces sujets émergent. Et puis, il y a aussi, en fait, une raison qui, elle, est très positive, c'est qu'il y a une évolution de l'offre. Je m'explique. Si, effectivement, tout le monde a envie de changer, de consommer autrement, mais vous êtes obligé d'aller à l'autre bout de votre village ou de votre ville pour trouver le produit qui correspond à quelque chose de cohérent, en fait, vous ne le faites pas. Alors que si, effectivement, c'est de plus en plus accessible, vous pouvez consommer facilement. Hein. L'exemple de C'est qui le patron, on y reviendra tout à l'heure, hein, qui est un lait, qui est le lait commerce équitable français. En fait, pourquoi ça a cartonné? Une des raisons pour lesquelles ça a cartonné, c'est parce que quand vous êtes dans le supermarché, soit vous tendez le bras gauche pour acheter un lait classique, soit vous achetez en tendant le bras droit le lait C'est qui le patron. Donc c'est cette facilité entre guillemets d'usage qui fait que ça a été un énorme carton. Aujourd'hui, c'est la deuxième meilleure vente derrière les marques distributeurs dans toute la grande distribution. Voilà, par exemple, aussi Back Market, par exemple, qui a un gros succès. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des ordinateurs ou des téléphones reconditionnés finalement aussi facilement que quand vous l'achetez en ligne n'importe où ailleurs. Alors qu'avant, il fallait aller trouver la petite boutique qui réparait les téléphones ou les ordinateurs, vous n'aviez pas la garantie, etc. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de Naturalia, de Biocop. Biocop, c'est quand même 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Et ils ont une croissance qui est 2 fois supérieure à celle du secteur.
Donc, il y a effectivement de plus en plus cette offre qui est en train qui se développe et qui rend cette accessibilité. Alors, il y a beaucoup d'interactions, de questions. Alors, je suis désolé parce que je n'arrive pas à tout suivre en même temps. Voilà. Donc, ensuite, la grande question, c'est… attendez, pardon, voilà. La grande question, c'est… voilà, donc j'ai remis effectivement quelques grandes raisons pour lesquelles ces sujets émergent. Et puis, il y a aussi effectivement entre guillemets, la pression politique ou législative, même si elle n'est pas très contraignante, mais en tout cas, les démarches d'entreprises à mission ont amené effectivement beaucoup d'entreprises à se poser la question. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est possible de transformer une grande entreprise en entreprise contributive? Alors, je vous pose la question. D'après vous, est-ce que c'est possible? Oui, dit Frédéric. Du Hayen, pardon, je suis désolé, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Laurent, voilà, donc largement. Bertrand, oui, donc vous êtes tous très optimistes, c'est bien. Alors moi, j'ai envie de vous dire oui, mais aujourd'hui, on n'a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple de grande entreprise qui ait transformé son modèle pour en faire une entreprise contributive. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont fait un certain nombre de choses, qui ont créé des nouvelles offres, qui ont amélioré, qui ont réduit leur impact. Et il y en a beaucoup qui vont dans le bon sens. Hein. Quand Danone effectivement rachète le leader des produits laitiers à base de plantes pour 1 milliard, c'est un vrai move. Quand ils font des danettes avec du lait végétal, c'est des vrais moves. Après, effectivement, c'est pas encore, il y a encore des impacts négatifs et c'est pas simple et ça prend énormément de temps en fait de tout transformer. Donc aujourd'hui, les très grandes entreprises, celles qui ne sont pas construites sur des modèles contributifs, hein, comme Patagonia ou d'autres, les grandes entreprises n'ont pas encore fait cette transition, mais c'est normal. Hein, de la même façon que il a fallu un certain temps pour que les entreprises passent au digital et qu'elles se réinventent. Par contre, est-ce qu'il est possible de réinventer des modèles qui ne sont pas contributifs aujourd'hui? Donc, alors vous allez me dire oui, parce que effectivement, comme vous avez dit oui à la première question, vous allez forcément répondre oui. Alors, moi, j'ai envie de vous partager justement un exemple, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est un exemple vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que depuis des années, vous avez vu à la télé, au JT de 20h, les producteurs de lait chaque année qui vont déverser leur lait dans les grandes surfaces en disant c'est impossible de vivre de son métier, on n'arrive même pas à survivre. Et de l'autre, les grandes surfaces qui disent bah oui, je suis désolé, mais si on vend notre lait plus cher, les gens vont pas venir chez nous et donc c'est pas possible de vous payer le lait plus cher. Et puis au milieu, les politiques qui disent bah oui, non mais nous on peut rien faire. Et donc on était vraiment face à une problématique où en gros tout le monde disait bah il n'y a pas de solution. Et les deux fondateurs de C'est qui le patron se sont dit bah nous on va chercher une solution, on va essayer de trouver une solution. Et donc je vous laisse découvrir la petite vidéo, si on peut lancer la vidéo, en espérant qu'elle passe bien dans le chat. Les producteurs avaient de grandes difficultés. On voulait créer un lait, nous, ou participer à la création d'un lait qui permettait aux producteurs de vivre de son métier. Chez moi, c'est 30 000 € de perte. On a posé une question simple. Combien il manque sur un litre de lait pour qu'un producteur en vive? Eh bien, on s'est rendu compte que c'était seulement 8 centimes. Consultation auprès des consommateurs, 7000 réponses en un temps record d'une dizaine de jours, parce que le lait, oui, mais quel lait, quelle qualité, que doivent manger les vaches? C'est
qui le patron et a signé un accord tripartite producteur, transformateur, distributeur. On a 2 nouveaux produits qui sont arrivés dans les rayons et vous pouvez voter pour 3 autres produits en ce moment sur le site internet. Cet exemple, pardon, je ne sais pas si on peut passer l'impression qu'on ne peut pas passer la scène d'après. Si, voilà. Ce qui est intéressant dans cet exemple, au-delà de la façon dont ils ont réussi cette prouesse, hein, aujourd'hui, bon, c'est je crois 200 millions de litres de lait vendus dans toutes les enseignes, deuxième meilleure vente après les marques distributeurs. Certaines marques en Monoprix ont fusionné leur marque distributeur avec C'est qui le patron. Beaucoup ont copié aussi le modèle, donc il y a un vrai effet d'entraînement. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que au-delà du fait qu'ils aient réussi en intégrant le consommateur, en disant en fait quel prix vous êtes prêt à payer pour que les gens puissent vivre décemment, qu'ils puissent avoir plus de vacances, etc. Ça a été un succès sans avoir besoin de dépenser des fortunes en marketing, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, et c'est pour ça que je vous donne l'exemple, c'est que cette situation, avant, tout le monde disait, bah oui, c'est dommage, c'est triste, mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. Et en fait, il y a toujours des solutions quand on réfléchit différemment et qu'on a vraiment envie de faire bouger les choses, qu'on a vraiment envie de transformer un modèle, un système ou une entreprise. Un autre exemple, c'est un exemple d'un entrepreneur que j'ai rencontré quand j'ai fait des interventions à l'APM. C'est un chef d'entreprise, entreprise de 300 personnes, qui fait du nettoyage dans les bureaux, dans les autres entreprises, et qui un jour se dit, mais en fait, voilà, moi j'en peux plus de nettoyer avec des produits toxiques, en fait, chimiques, et de balancer tout ça dans l'atmosphère. Il réunit ses équipes et leur dit, écoutez, voilà, moi je veux qu'on nettoie avec des produits écologiques. Et là, son équipe lui dit, écoute, t'es sympa, mais ça ne nettoie pas très bien, ça ne va pas bien les produits écolos, et en plus, ça coûte 20% plus cher. Il dit, écoutez, peut-être, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'il y a une solution. On n'a qu'à tester tous les produits écologiques qui existent. Si effectivement, il n'y en a aucun qui marche, on verra, mais jouons le jeu à fond. Donc, ils ont testé plein de produits jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise, celui-là, effectivement, il nettoie pas mal, même très bien. Et donc, c'était voilà, une idée reçue qu'on avait. Par contre, effectivement, ça coûte 20% plus cher. Et donc là, Olivier, donc le patron de la boîte, dit ok, 20% plus cher, on ne peut pas se le permettre. On va peut-être aller voir le fabricant pour lui dire, est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on fasse un deal en s'engageant sur un an, sur des volumes, pour réduire le prix. Et ils ont réussi à trouver un terrain d'accord. Le fabricant était ravi, puis ça lui permettait effectivement de sécuriser sa production, d'investir, etc. Et au fur et à mesure, donc ils ont pu avoir un traitement écologique et pour le même prix qu'avant. Par contre, ils ont rencontré un problème, c'est que effectivement, certaines entreprises leur ont dit c'est bizarre parce que ça sent plus propre, parce que souvent c'est les parfums en fait qui polluent et qu'on enlève. Alors il a expliqué à certains qui ont dit d'accord, je comprends, super, et puis d'autres qui ont dit quand même ça m'ennuie un peu parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai besoin que ça sente le propre. Et il a dit mais en fait on n'a plus le droit d'utiliser les produits d'avant, ce qui n'était pas forcément vrai, mais du coup d'accord, bon du coup c'est passé. Voilà. Et donc finalement, parce qu'il a décidé de faire évoluer les choses, alors que personne n'y croyait, que ses employés trouvaient que c'était une belle idée, mais irréaliste, finalement, ça a fonctionné. Voilà, un autre exemple. Alors, celui-là, je vous le passerai à la fin, parce que sinon, on ne va pas avoir assez de temps pour les questions-réponses. Alors, comment on transforme une entreprise en entreprise contributive? Alors, je vous laisse réagir, donner vos idées. Alors, je suis désolé parce que comme il y a énormément de réponses
on n'arrive pas forcément à toutes les lire même ou les traiter. Donc moi, j'espère qu'on pourra récupérer les questions après le webinaire pour éventuellement répondre ou nous nourrir aussi de vos impacts, de vos suggestions. Alors, en faisant évoluer les objectifs et la raison d'être, la volonté du leader, l'écoute des attentes des clients, du marché, en associant les collaborateurs. Voilà, donc il y a effectivement plein de bonnes réponses. Alors, effectivement, déjà, moi, je dirais première chose, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut arrêter de penser qu'effectivement, on va transformer son entreprise du jour au lendemain. Donc, ça, c'est une première chose. Si on l'accepte déjà, on a fait une partie du chemin. D'avoir envie, hein, que ce soit par passion ou par urgence, ou même, voire même de voir en fait cette transformation positive, contributive, comme une mission. Hein. Certains patrons d'entreprise le vivent même personnellement comme une mission, ce qui d'ailleurs parfois est un peu stressant, un peu angoissant pour eux. Il y a des entreprises, même comme Danone, où les collaborateurs le vivent tellement comme une mission que c'est parfois en fait une pression qui n'est pas toujours facile. Hein. Dans les entreprises très très engagées, c'est pas forcément les entreprises où les gens sont les plus zen, hein, parce que quand on a conscience de ces urgences et qu'on se dit si moi je n'y arrive pas, on n'y arrivera pas, du coup ça met une grosse pression. Voilà. Mais effectivement, alors il y a, comme le disent certains, c'est vrai que si le patron ou le COMEX n'est pas convaincu par ces sujets-là, c'est quand même plus difficile, même si ça ne veut rien dire. Et voilà, parce qu'il y a certaines entreprises où c'est effectivement les patrons qui transforment leur boîte, et parfois c'est les collaborateurs qui, à travers des POC, des créations d'offres, des intrapreneurs, en fait, font bouger leur entreprise. Chez BNP Paribas, c'est beaucoup des intrapreneurs qui ont en fait montré à leur patron qu'on pouvait faire du business à impact en créant des offres nouvelles auxquelles ils n'auraient même pas forcément pensé. C'est normal. En tout cas, c'est pas gênant. Mais ils ont su justement écouter certains de leurs collaborateurs qui avaient des propositions intéressantes et qui ont fait la preuve que ça fonctionnait. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut commencer par, on va définir notre raison d'être, notre mission, etc. Et puis après, on va agir, ou est-ce qu'il faut commencer par créer des offres, faire un certain nombre de changements, des proof of concept, et ensuite, à partir de ça, une fois qu'on aura un certain nombre de preuves, on pourra commencer à réfléchir à la raison d'être. Alors, je pense qu'il n'y a pas de règle. On peut faire dans les deux sens. C'est sûr que si on a déjà beaucoup d'exemples, ça aide beaucoup à travailler sur la raison d'être, parce qu'on peut illustrer en fait cette raison d'être. Donc, ça facilite beaucoup. C'est sûr qu'une entreprise qui est absolument pas contributive, qui a aucun exemple et qui commence par sa raison d'être, ça va être difficile parce que beaucoup ne risquent de ne pas adhérer. Donc voilà, il n'y a pas forcément de règles, c'est souvent un travail un peu en parallèle, et c'est parfois effectivement des POC qui permettent d'illustrer ce à quoi ça peut correspondre. Après, il y a effectivement, nous on pense chez Spark News, et en l'occurrence c'est ça notre métier, c'est de créer une culture de l'engagement, d'impact positif, d'expliquer aux gens, voilà, c'est pas la RSE où il faut respecter les normes, etc. C'est des opportunités en montrant des exemples comme Michelin Fleet Service ou Interface ou plein d'autres qui montrent que ça répond à un besoin, une attente, et que il y a du business derrière contributif. Et puis après, c'est effectivement la transformation de chaque métier, de chaque BU. Et là, alors, je vous propose chacun peut-être de partager des exemples de ce qui contribue à transformer tel ou tel métier. Alors, parmi vous, il y en a qui sont spécialisés d'achat, d'autres dans la logistique, d'autres de la finance, de la RH. Donc, n'hésitez pas à partager chacun vos
comment dire, vos expériences, hein, ou vos idées. Alors, on va en prendre quelques-uns peut-être à la volée avant d'en partager d'autres. Alors, donc logistique égale empreinte carbone. Donc effectivement, travailler sur la logistique pour réduire l'impact carbone. Donc bon, il y a un certain nombre d'exemples intéressants. Alors bien sûr, déjà par exemple, c'est tout bête, hein, mais sur les camions, Michelin Fleet Service, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet de réduire la consommation de pneus en fait, mais comme il y a quelqu'un qui va vérifier l'état des pneus régulièrement, il en profite pour regonfler les pneus comme il faut et ils économisent 11% d'essence, puisque un pneu bien gonflé en fait est beaucoup moins consommateur d'essence. Donc ça c'est un exemple, effectivement, 11% sur le pétrole, au-delà de l'économie, ça a un impact sur l'environnement. Il y a même, par exemple, Monoprix, quand ils ont testé la livraison par péniche, ils se sont rendus compte qu'en fait, non seulement ça fonctionnait très bien, mais c'était tout à fait rentable et ça désengorgeait j'allais dire les grandes villes. Alors, ça dépend de la posture des dirigeants. Tous ne sont pas sensibles à la transformation, on est d'accord, hein, c'est pour ça que il faut commencer effectivement par ce sujet-là, et c'est souvent une question d'acculturation, de sensibilisation, d'acculturation. Nous, chez Spark News, on a créé par exemple un séminaire pour les patrons, ou hommes et femmes d'entreprise ou administrateurs, de sensibilisation à ce sujet et de réflexion sur le monde de demain, leur leadership, leur business model. Et ce séminaire, donc on a 12 patrons, des patrons de plutôt SBF 120, une entreprise internationale de plusieurs centaines de milliers de salariés à des patrons de PME, et on leur propose de venir chacun avec un de leurs enfants. Alors, vous allez me dire, mais ils sont malades. Non, parce qu'en fait, les enfants sont les premiers à nous interroger sur ces sujets-là. Et quand Jean-Paul Agon, le patron de L'Oréal, m'avait demandé d'être dans son panel of critical friends, on était 7 à challenger ces réflexions là-dessus de façon bienveillante. Il m'avait dit, moi, en fait, c'est mes enfants qui m'ont convaincu de l'urgence du climat et de ces sujets-là, et qui m'ont convaincu que que c'était important de le mettre au cœur de notre stratégie. Alors, voilà, et effectivement, alors L'Oréal, on peut remettre en cause un certain nombre de choses, comme pour toutes les entreprises, hein, aucune entreprise est parfaite, mais il y a un vrai engagement et énormément de travail fait sur ces sujets-là, dont par exemple sur les achats. On travaille avec la patronne des achats et ses équipes, où, par exemple, ils ont développé tout un programme qui s'appelle Solidarity Sourcing, pour, au lieu d'acheter aux plus grandes entreprises les mieux disantes, ils ont référencé tout un tas d'entreprises plus petites, des PME ou des ETI, et qui travaillent plus avec des personnes en situation d'exclusion, qui respectent mieux les normes environnementales, etc. Donc, c'est un énorme travail. Au lieu effectivement de choisir la facilité de la grande entreprise au moins cher, effectivement, ils ont multiplié leurs fournisseurs pour avoir plus d'impact. Donc, on peut, à travers les achats, avoir de l'impact. Typiquement chez L'Oréal, 45% de leur impact carbone, c'est les fournisseurs. Donc, vous pouvez travailler sur vous, votre chaîne de production, etc. Mais vous pouvez aussi travailler sur vos fournisseurs. Alors, non pas en leur mettant la pression, en leur disant il faut que vous réduisiez votre impact carbone, mais en les aidant. Parce que voilà, quand ils n'ont pas forcément toujours cette conscience, ils sont en B2B, donc ils sont un peu moins peut-être sous la pression du consommateur. Et puis aussi en leur montrant ce qui peut être fait, en les connectant entre eux. Donc c'est ce qu'on fait nous, par exemple, en organisant des learning expéditions avec les fournisseurs de L'Oréal pour les amener à identifier des best practices, partager entre eux, trouver des synergies, les connecter avec les experts qui peuvent les accompagner. Et tout ça, en fait, offert par L'Oréal pour aider ces fournisseurs à s'améliorer, ce qui a un impact sur l'empreinte carbone de L'Oréal, mais aussi sur ces fournisseurs qui, du coup, deviennent plus
compétitif, entre guillemets, sur ces sujets-là. Et au final, tout le monde est gagnant. Il y a 2 points là que j'aimerais que vous abordiez. C'est Jean-Charles qui nous dit finalement, est-ce qu'il ne faut pas commencer par les actionnaires? Parce que si l'attente de l'actionnaire, c'est du profit, tout ça, c'est bien joli, mais bon, il mettra toujours une pression pour obtenir plus de profit. Et puis, une question aussi autour du stockage de la data, puisque en fait, qui est fortement consommatrice d'énergie. Et donc, comment faire aujourd'hui où finalement, beaucoup d'économies reposent sur cette question de data. Alors, c'est effectivement des très bonnes questions. Alors, je n'ai pas les réponses à tout, je vous rassure. Pour le stockage de la data, alors, il y a 2 sujets. Il y a effectivement le fait que plus les GAFA ont de données sur nous, ça pose des vraies questions éthiques, de dépendance, enfin de plein de choses. Donc ça, c'est un autre sujet. Après, effectivement, comme vous le savez, 3% de l'électricité mondiale est utilisé pour refroidir les data centers, ce qui est colossal. Et donc, parmi les solutions, il y a par exemple Green Spectre, qui sont des logiciels qui vous permettent de réduire, enfin d'identifier là où vous pouvez réduire les lignes de code pour avoir des logiciels qui sont moins gourmands en code et donc en impact environnemental. Je travaille avec pas mal de grandes entreprises comme Orange. Il y a des solutions alors qui marchent très bien, qui sont encore qui sont pas énormes, c'est pas la solution, mais par exemple Carnot Computing s'est dit plutôt que de refroidir les data centers, créons des serveurs qui servent de radiateurs. Donc ils ont créé des serveurs super design qu'ils installent dans les entreprises ou chez les particuliers. Ils louent la puissance de calcul de ces serveurs et ça vous chauffe votre pièce en même temps. Donc, BNP Paribas, par exemple, utilise ces services et ces radiateurs pour une partie des calculs de leur salle de marché, par exemple. Voilà. Maintenant, oui, c'est clairement le gros sujet. La digitalisation a un impact colossal sur l'environnement et ça pose plein de questions. La question de la 5G, par exemple, on dit oui, ça consomme moins d'énergie au kilo, enfin au gigaoctet transféré. Oui, sauf que en fait, du coup, on va en utiliser beaucoup plus. Moi, ce qui me surprend, c'est que j'entends personne dire est-ce qu'on peut caper, par exemple, l'utilisation de la data ou par exemple, on va dire plutôt que d'avoir ça en illimité, on va peut-être faire des forfaits où jusqu'à, je dis n'importe quoi, 5 gigas, c'est un forfait normal. Et puis au-delà, on taxe, mais à 80%, peut-être comme l'essence aujourd'hui ou la cigarette, on taxe parce qu'effectivement, on peut considérer qu'au-delà de 5 gigas ou 10 gigas, vous n'avez pas forcément besoin de plus. Donc, c'est vraiment là, ça devient de la surconsommation. Et on surtaxe. J'ai jamais entendu cette proposition-là. Je ne sais pas si c'est une bonne proposition, mais ça peut peut-être contribuer au débat, je ne sais pas. Alors, je me réjouis de lire tous vos commentaires parce que c'est incroyable. Et l'autre question, c'était pour les actionnaires. Oui, sur les actionnaires. Alors, nous, justement, on a créé un format pour acculturer les actionnaires à ces sujets-là. C'est assez étonnant, effectivement, de voir beaucoup d'actionnaires qui connaissent pas ces sujets, qui sont un peu, je veux dire, à côté de la plaque, mais c'est pas forcément de leur faute si on les a jamais acculturés. Et puis par contre, d'autres qui sont très engagés. Une entreprise familiale, une très grande entreprise du Nord, un des présidents d'une des divisions disait qu'il a reçu en fait une lettre de une grande partie de ses actionnaires qui lui ont dit nous on préfère réduire nos dividendes et que tu fasses cette transformation positive. Pour nous c'est plus important. Donc il y a eu une sorte de blanc-seing en fait pour faire cette transformation, ce qui est vraiment précieux. Après, effectivement, il y a un besoin de formation, d'acculturation des administrateurs et des actionnaires sur ces sujets. Nous, on travaille avec des fonds d'investissement, certains qui sont très en avance, d'autres qui sont effectivement au balbutiement et qui, entre guillemets, ESG, ils en ont entendu parler, ils regardent, mais voilà. Donc, il y a quand même un gros boulot à faire d'inculturation, je suis complètement d'accord.
L'idée de Pascal, c'est pour Spark News, créer le prix du patron engagé de l'année. Alors, bon, je pense qu'il y a pas mal de prix déjà qui existent. Et puis, mais pourquoi pas, bien sûr, c'est une très bonne idée. Nous, voilà. Après, nous, une des choses qu'on veut développer, parce que les patrons, effectivement, c'est important et c'est la clé. Si vous avez un patron qui met ça comme la dernière roue du carrosse, ça fonctionne pas. Mais le vrai sujet, en fait, c'est tout le middle management. Hein. Nous, ce qu'on voit dans les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est souvent le COMEX est à peu près aligné, même si on a aussi on fait des séminaires pour aligner les COMEX, hein, parce que quand vous avez dans le COMEX un qui a le poster de Greta Thunberg dans sa chambre, entre guillemets, et l'autre qui en a rien à faire de ces sujets, ou qui dit bah oui, mais de toute façon c'est pas à cause des entreprises ou etc. Bah, en fait, vous pouvez pas avancer. Donc déjà, en fait, on fait un séminaire avec Bearing Point d'ailleurs, qui est mon ancien employeur, où on fait ça ensemble pour aligner un COMEX et leur permettre de dire sur quoi on est d'accord et vers quoi on a envie d'aller ensemble. Voilà. Et l'autre sujet, c'est le middle management, où en fait, nous, on a développé une pratique en fait d'identification de ce qu'on appelle les positive leaders, qui vont être les acteurs de cette transformation positive. Positive leader, c'est pas le haut potentiel en fait qu'on a identifié parce que effectivement il a des super performances ou parce que il est super bon en politique interne, mais ce sont des gens qui effectivement ont des bonnes performances, deux, pour qui ces sujets de socio-environnementaux sont quasiment natifs dans leur façon de voir le monde et leur rôle, et pour qui c'est complètement intégré, et qui sont d'excellents managers, des leaders d'hommes ou de femmes. Et voilà, pour moi, c'est un peu ces trois critères. Donc, les identifier et ensuite d'en faire les vecteurs de cette transformation positive, ce qu'on fait aujourd'hui avec une entreprise de 3000 personnes d'aide à la personne, où en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'entreprise, mais qui sont un peu éparses. Et il y a besoin d'identifier ces leaders, d'identifier les solutions, les offres, les démarches, les best practices, et de les généraliser pour en faire une vraie culture d'entreprise à impact positif. Voilà, je ne sais pas si ça… Il y a pas mal de DRH aussi, a priori, oui, en ligne, qui nous parlent effectivement du S de RSE et de l'aspect social. Oui, tout à fait. Alors, nous, on travaille beaucoup effectivement avec les DRH. Alors, il y a un sujet, par exemple, qui est pas simple, mais en tout cas sur lequel beaucoup d'entreprises travaillent, et certaines l'ont mis en place, c'est au final, les gens bougent en fonction du variable ou du bonus qu'on leur donne. Et c'est logique. C'est-à-dire que si vous faites un super boulot de transformation positive, de management humain, mais qu'au final, on vous juge que sur le résultat financier, forcément, ça pose un problème. Donc, il y a un vrai travail, alors qui n'est pas simple, encore une fois. Je sais que L'Oréal, Danone, en fait, le font, et pas mal d'autres entreprises, de faire rentrer dans le bonus 25% ou plus de son variable ou de son bonus sur ces critères-là, qui sont forcément des critères qui ne sont pas évidents à mesurer. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, se donner du mal pour arriver à trouver les bons KPI pour les mesurer. Mais c'est le seul moyen de faire vraiment avancer une entreprise. Si on ne mesure pas ça, en fait, les gens, les collaborateurs pensent que c'est, excusez-moi l'expression, mais que c'est pipeau ou que, en tout cas, ça ne peut pas marcher. Et sur les RH, nous, par exemple, on a un programme qui est enfin, moi, que je trouve super, c'est qu'on appelle Reporter d'un jour ou Engagement Newsroom. On propose aux collaborateurs d'aller faire un reportage sur les best practices d'autres BU, d'autres divisions, d'autres filiales, pour aller voir en fait ce que les autres font de positif, qui fonctionne, et de faire un article ou un reportage en disant tiens, ce que j'ai vu là, comment ça peut me nourrir pour faire mon métier différemment ou créer des nouvelles offres. Et ensuite, ces contenus sont diffusés dans l'entreprise. Donc, ça permet de montrer en fait ce qu'on peut faire, de développer aussi cette fierté d'appartenance, parce que les collaborateurs se disent mais
en fait, il y a plein de choses qu'on fait qui sont formidables. Et tiens, je suis pas le seul à avoir envie de faire bouger les choses. Ou j'ai envie de faire bouger les choses, mais comment je fais? Là, tiens, j'ai des exemples qui me permettent de le faire facilement. Donc, c'est un très bon outil d'acculturation, de développement de la fierté des collaborateurs, d'inspiration et de développement de cette culture impact positif. Et donc, ça, c'est souvent, en fait, avec les RH, que ce soit chez BNP Paribas, Elior ou Danone ou d'autres, ou des PME ou des ETI. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a Sylvie qui nous cite en exemple aussi une journée de l'engagement au profit d'une association, par exemple, au sein de l'entreprise, qui permet d'engager les collaborateurs sur un thème. Alors, c'est très intéressant. Effectivement, bien sûr, l'engagement vers les associations, c'est très important parce que on a tous besoin, effectivement, de voir l'impact qu'on a tout de suite. Et c'est vrai que c'est souvent la façon la plus facile, la plus simple de contribuer. Après, nous, chez Spark News, ce qu'on promeut, c'est attention, la contribution d'une entreprise, si elle n'est pas orientée sur le cœur de son métier et comment, à travers mon métier, j'ai un impact positif, il y a un risque qu'on se dise, bon, on fait des choses avec des associations, et encore une fois, c'est vraiment très bien, il faut continuer à le faire. Mais le risque, c'est qu'on dit, on fait des choses à côté, mais on ne change pas nos pratiques ou le cœur de notre métier. Et donc ça, c'était juste un petit, entre guillemets, warning, entre guillemets, voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et surtout, c'est aussi parfois en se connectant avec ces associations, en contribuant, parfois qu'on peut avoir des idées. Voilà, nous, on travaille effectivement avec une filiale de l'ESAFRE, Filéo, par exemple, qui fait des probiotiques, par exemple, pour les animaux d'élevage, et qui se dit comment on peut aider les petits producteurs dans les pays en voie de développement à produire plus de lait avec les 2-3 vaches qu'ils ont. Voilà, après, on peut aussi en faire un business qu'on appelle bottom of the pyramid. Et l'idée n'est pas de dire on va faire de l'argent sur les pauvres, mais si on veut que c'est une échelle importante, développer des business à impact qui ont un modèle économique sera plus efficace que si on fait de la philanthropie. Voilà, l'exemple inconnu, c'est le microcrédit. Si on avait donné de l'argent à tous les micro-entrepreneurs, enfin tous les gens qui sont sous le joug des usuriers pour les aider à survivre, ça n'aurait pas été pérenne. Parce que on a Mohamed Younous, j'ai eu la chance de travailler à développer ce concept, c'est 250 millions de personnes qui ont accès à un crédit pour créer leur entreprise, etc. Le modèle n'est pas parfait, je ne dis pas, rien n'est parfait, mais c'est un modèle qui fonctionne. Je ne sais pas si… c'est très frustrant que ce soit que par message. Il y a une question très conjoncturelle qui est est-ce que la crise sanitaire actuelle, finalement, va peut-être accélérer la transformation des modèles, quoi. Oui. Alors, c'est la grande question. Oui et non. C'est-à-dire que nous, on est de plus en plus sollicités sur ces questions de raison d'être, de contribution, etc., que ce soit par les actionnaires, par les COMEX ou par les divisions. Donc, et les gens nous disent, mais vous n'avez jamais été autant d'actualité, donc ça c'est bien. Et il y a, j'allais dire, beaucoup d'entreprises qui effectivement qui maintiennent leur budget là-dessus, voire qui mettent des budgets de plus en plus importants sur ces sujets-là. Et puis d'autres, je pense que voilà, qui effectivement dit bon, nous on est un peu pris à la gorge, l'économie va mal, et donc effectivement c'est pas forcément ces sujets-là sur lesquels ils mettent la priorité. Maintenant, je pense que les consommateurs ont pris conscience de ce besoin de sobriété, de dire mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en surconsommation, c'est ce que certains disaient au début dans les messages. Et donc, il y a une prise de conscience que ça n'a plus de sens d'acheter des fleurs ou des fruits ou des légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où en moyenne, les fruits et légumes ont fait 2400 km avant d'arriver
chez vous. C'est totalement aberrant, alors qu'on a effectivement ce qu'il faut, pas tout le temps, mais souvent sur place. Donc il y a eu cette prise de conscience, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient possibles, la production locale, voilà, il y a eu, d'une certaine façon, si on pourrait dire que cette crise est une chance entre guillemets, même si on est tous les premiers à en souffrir, hein, parce que voilà, nous on a plein de séminaires qui peuvent pas se faire pour l'instant et qui sont décalés. Nous on a moitié de notre chiffre d'affaires qui était décalé en 2021. On a un super pipe pour 2021, donc ça c'est top. Mais forcément, quand vous avez un séminaire et vous pouvez pas le faire, parfois on le fait en réalité virtuelle ou en digital. Donc, mais voilà. Donc, j'ai pas la réponse. Est-ce que oui, c'est que du positif? C'est varié et tout va dépendre aussi de chacun de nous. Est-ce que on y va et qu'on fait les choix courageux qu'il faut, ou est-ce que on succombe un peu à la tentation de dire c'est voilà, il faut réduire tout. Je pense que c'est un peu l'idée de ce webinaire. Je pense que ce qu'il faut, c'est casser l'idée reçue que ces sujets-là sont forcément des coûts ou des contraintes. Hein. Il faut le voir comme des opportunités. Interface, ça a été une énorme opportunité. C'est qui le patron? En fait, ça a été une énorme opportunité. Donc, au contraire, allons-y, réfléchissons, trouvons d'autres angles pour réinventer nos modèles de demain. Parce que finalement, et je vais peut-être terminer là-dessus avant de pouvoir prendre d'autres questions, au bout du bout, en fait, la vraie question, c'est comment on réinvente nos modèles économiques. Comment, finalement, d'une entreprise classique qui a eu sa raison d'être à un moment et qui voit son modèle et qui pose question, comment elle se réinvente. Je vais donner un exemple hypothétique. Je discutais avec Air France, qui est un des membres de notre club de l'innovation positive qu'on a créé. Je disais, mais en fait, il disait, on essaye de réduire la consommation des moteurs d'avion, etc. Oui, c'est très bien, c'est important. Mais fondamentalement, c'est le modèle qu'il faut réinventer. Donc, pour, par exemple, la partie business, beaucoup de vos clients, ils n'ont pas besoin d'être transportés en avion. Ils ont besoin de pouvoir faire une réunion dans un autre pays, dans une autre ville, dans les meilleures conditions possibles. Donc, pourquoi est-ce que vous ne créeriez pas un business de salle de visio qualitative où on est sûr que la connexion fonctionne bien, parce que problème avec Zoom ou autre, on peut toujours avoir des problèmes. Si c'est le rendez-vous de votre vie, c'est quand même problématique. Avec voilà, peut-être des hôtesses un peu comme dans l'avion qui vont prendre soin de vous, qui vont faire que vous êtes dans les bonnes conditions pour votre rendez-vous important. Ça, c'était une idée que j'aurais suggérée il y a 1 an, donc 6 mois avant la crise. Voilà. Et puis, comme il y a une pénurie de salles de visio qualitatives, vous pourriez dire à vos clients, si vous nous prenez tant de billets d'avion à l'année, vous êtes prioritaire sur les salles de visio. Donc, vous allez avoir des gens qui, au lieu d'acheter leur billet sur EasyJet ou je sais pas où, vont l'acheter chez vous parce qu'ils ont un avantage qui est d'être prioritaire. Donc, vous allez réduire le nombre d'avions, de vols d'avion au niveau mondial, mais vous allez augmenter votre nombre de clients. Voilà, bon, c'était une idée qui est soit géniale, soit totalement stupide. J'en sais rien, puisqu'ils m'ont dit c'est une super idée, mais on n'est pas câblé pour réinventer notre modèle. Oui, mais si on se câble pas pour réinventer nos modèles, on n'y arrivera pas. Et je pense que les 17 milliards que l'État a mis dans Air France, ça aurait été top qu'ils le mettent pour justement créer un modèle nouveau, alternatif, ou en tout cas y contribuer, plutôt que de maintenir un modèle qui, oui, c'est important d'avoir des avions, mais de toute façon, les 17 milliards, ils ne vont pas résoudre le problème à long terme. Alors justement, peut-être pour conclure, une question finalement de cette tendance, ce mouvement au niveau mondial et notamment au niveau de la Chine et des États-Unis. Comment est-ce que vous percevez les choses sur ces deux Alors, pardon, je suis désolé parce que je suis en train de lire une question et du coup, je n'avais pas écouté. Pardon, je suis désolé. Une question finalement d'élargissement au niveau mondial de la démarche, notamment la position de la Chine et des États-Unis. Oui, c'est toute la question. Et là, en fait, j'allais dire, il n'y a pas à tortiller, ça doit passer que par des réglementations gouvernementales, c'est-à-dire que tant que
les lois effectivement ne mettent pas un certain nombre de normes, on ne pourra pas s'en sortir. Et là-dessus, effectivement, d'ailleurs, nous, on avait organisé une conférence effectivement avec des activistes et des patrons de banques, ce qui était assez risqué quand même, mais nous, on est pour le dialogue et on s'arrange pour qu'il puisse y avoir un dialogue bienveillant. Et en fait, ils étaient alignés sur le fait de dire, bah, nous, effectivement, entreprise, s'il y a des règles qui sont communes à tout le monde, bah, du coup, on peut plus facilement respecter ces règles. Si on est dans une concurrence déloyale vis-à-vis de nos concurrents ou des autres pays, bah, en fait, ça devient impossible. Donc oui, c'est toute la question. Alors après, bah, le problème du protectionnisme à travers les normes, bah, après, il peut y avoir des sanctions, on va interdire du coup le foie gras, etc. Donc c'est pas simple, j'ai pas la réponse, mais un peu comme bah, cette problématique des éleveurs de lait, producteurs de lait, dont on dit ah bah oui c'est dommage, mais il n'y a pas de solution. Bah, en fait, il y a sûrement une solution. Je ne l'ai pas là. Si effectivement certains veulent se mettre autour d'une table avec nous pour y réfléchir, moi j'adore brainstormer avec des gens qui ont envie de faire bouger les choses et ça peut être, voilà, on peut peut-être proposer des idées. Alors, il y a une question qui est plus pour nous, pour Valtus. Y a-t-il une opportunité pour les managers de transition pour accompagner les entreprises vers un modèle d'entreprise contributive? Alors, très sincèrement, c'est finalement assez nouveau et pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de sujet aussi clairement exprimé, en tout cas. Alors après, par petites touches, en fait, hein, sous l'angle effectivement de la supply chain, des RH, etc., on peut contribuer, bien entendu, à faire avancer vers un modèle plus contributif. Alors, tout à fait. Alors, pour ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Philippe Soulier, donc le fondateur de Valtus, est membre de notre club de l'innovation positive et à ce titre, il a le droit d'inviter à chacun de nos événements 3 personnes. Donc, vous pouvez lui demander d'être invité aux événements du club de l'innovation positive où on se retrouve tous les 2 mois avec une centaine de décideurs hein, qui sont des DRH, des DAF, des patrons innovation, RSE, DG du SBF 120, ETI, PME, où on se retrouve autour d'un speaker comme le patron de Danone ou justement le patron de C'est qui le patron ou Bertrand Picard qui a fait le tour du monde avec son avion solaire. Ce sont 7 projets à impact innovant qui viennent pitcher, alors soit des projets d'entreprises qui ont trouvé une offre innovante, soit des startups, soit des entreprises sociales, et ensuite 7 ateliers pour échanger autour de ces problématiques. Donc le prochain d'ailleurs est le 23. Alors attendez, voilà, le prochain est le 23 novembre. Donc si vous voulez y participer, alors ça sera cette fois-ci en visio. Hein, normalement c'est en physique et ça va le revenir, j'espère très vite. Le thème la prochaine fois c'est le plastique, alors dans son sens le plus large, hein, donc il ne faut pas le voir que sous un angle technique. Donc c'est l'occasion de vous acculturer, de rencontrer des gens, de comprendre ces enjeux, de voir en fait ce que les autres font, de poser des questions, de proposer vos idées, de vous nourrir et de nourrir aussi les autres puisque c'est très collaboratif à travers les ateliers. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est les entreprises avec lesquelles on travaille. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a certaines pour lesquelles vous travaillez ou avec qui vous travaillez. C'est peut-être pas forcément toujours vos BU, mais si vous en reconnaissez certaines, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour savoir ce qui est fait. Et on peut aussi peut-être vous connecter avec ceux avec qui on travaille, parce que c'est comme ça aussi que dire tiens, moi j'ai envie de faire des choses, mais qu'est-ce que je peux faire et en vous connectant avec ceux qui font dans cette entreprise, vous allez trouver des idées et eux, ils ont besoin aussi. Nous, notre rôle, il est souvent d'accompagner ceux qui ont envie de faire bouger les choses dans la boîte pour les aider à se transformer, à convaincre leurs collaborateurs, parfois leur père, leur boss. Voilà, c'est un peu notre savoir-faire d'amener à comprendre en quoi c'est une opportunité et ce qu'on peut faire très concrètement.
Bon, ben, voilà. on est arrivé voilà, au terme du temps qu'on s'était défini. Si vous voulez peut-être voilà, donner le mot de la fin. Le mot de la fin, voilà, Merci merci beaucoup. Le mot de la fin, voilà, moi je vous partage juste quelques exemples, quelques expériences, mais on n'a pas, bien sûr, on n'a pas la solution. On essaie d'y contribuer le mieux possible. Les solutions, c'est nous tous ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer des mails et puis voilà, d'échanger vos idées, ce que vous faites ou vos besoins pour qu'on puisse partager tout ça. Et si on est tous, vous savez, les grands changements, c'est pas quand tout le monde a envie de changer. C'est quand tout le monde prend conscience que tout le monde a envie de changer. C'est quand on voit les gens dans la rue, entre guillemets, qu'on se dit ah mais tiens, moi je vais sortir, alors que souvent on reste un peu tiens, j'aimerais bien faire des choses, mais est-ce que je suis pas un peu seul? Et donc voilà, notre rôle aussi, il est de connecter tous ceux qui ont envie de faire évoluer les choses et ensemble on est plus fort et on pourra y arriver. Voilà. Merci en tout cas et merci beaucoup à Valtus de m'avoir donné cette opportunité et à bientôt. Merci beaucoup de ce moment inspirant. Merci.